Écoutez, chers amis, il est 19h04. Je vous propose que nous débutions. Et mesdames, messieurs, chers alumni, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas Pascal Perrineau. Pascal Perrineau, le président de Sciences Po Alumni, qui devait vous accueillir ce soir et vous souhaiter la bienvenue, est retenu par un empêchement professionnel auquel il ne pouvait se soustraire. Il m'a demandé de bien vouloir le remplacer et de vous transmettre son message de bienvenue, ce que je fais avec plaisir et avec d'autant plus de plaisir que je connais l'intervenant de ce soir, son Excellence l'ambassadeur Moratinos, Monsieur le ministre, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'accueillir sur un autre site, dans une autre ville, en physique, physiquement et en présentiel, il y a de cela quelques temps, et je suis très heureux de le retrouver ce soir. Alors, cette initiative, elle est très importante, me disait Pascal Perrineau tout à l'heure, pour nous, et ce, à double titre. Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'une initiative conjointe de plusieurs de nos sections régionales et de nos entités. Et je tiens évidemment à saluer très chaleureusement, ils sont présents ce soir, les présidents des sections régionales Alpes, Côte d'Azur et également de la section Réunion, messieurs Gaëd et Lala qui sont présents ce soir, que je salue et remercie, ainsi que les coprésidents du Cercle de l'Outre-mer qui sont tous les quatre à l'origine de cette initiative et de ces jeudis des territoires qui rythment les activités de l'association depuis plus de 2 mois maintenant. Donc, qu'ils en soient ici très chaleureusement remerciés. C'est tout à fait significatif pour nous que les entités et les territoires, les sections régionales, prennent en main l'initiative d'organiser des événements qui s'adressent à l'ensemble de la communauté des alumni, que ce soit en France hexagonale ou à l'international. Vous êtes plusieurs à nous rejoindre de l'étranger également. Ça, c'est quelque chose de très significatif et d'assez nouveau pour nous. Jusqu'alors, les événements étaient principalement et prioritairement organisés à Paris et, quand les moyens techniques le permettaient, rediffusés vers les territoires de France hexagonale ou ultramarine. C'est désormais, par miroir inversé, des événements qui sont organisés grâce au numérique évidemment et au digital. Ce sont des événements qui sont organisés par des sections régionales et qui sont retransmises vers Paris et vers d'autres sections internationales. Donc, en termes de fonctionnement, c'est quelque chose d'extrêmement significatif pour nous et que nous allons poursuivre, comme je le disais tout à l'heure, bien au-delà de la période de crise et de déconfinement que nous vivons à l'heure actuelle. Ce sont des rendez-vous qui vont s'ancrer dans le temps. Le deuxième point concernant la conférence de ce soir, qui s'inscrit dans ce cycle des jeudis des territoires initié depuis le mois de mars, c'est que la thématique n'a pas été encore en tant que telle abordée, la question de la culture. Et c'est un point fondamental puisque jusqu'alors, les jeudis des territoires ont couvert des axes de réflexion politique, économique, financier. La question des assurances a été traitée, mais pas encore celle de la culture, du dialogue interculturel et du dialogue interreligieux. Donc, pour toutes ces raisons, je suis, au nom de Pascal Perrineau, très heureux d'ouvrir cette webconférence, très heureux de saluer à nouveau très chaleureusement Miguel Ángel Moratinos, et je passe immédiatement la parole à Valentina Alana, qui va être brillamment chargée d'animer et de modérer la conférence de ce soir. Quant à moi, je devrais m'éclipser en cours de route, mais je souhaite d'ores et déjà de très fructueux débats à l'occasion de cette webconférence. Merci à toutes et à tous. Merci Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie très chaleureusement de votre participation à ce webinaire.
Un grand merci, encore une fois, Bernard Egoul, Pascal Perrineau et Georges Gaëde de m'avoir proposé d'animer le débat, ainsi qu'à l'administration de l'association pour le travail extraordinaire de présence dans nos quotidiens à tous et d'enrichissement, et cela depuis le début du confinement. Et naturellement, merci infiniment à Miguel Moratinos d'avoir immédiatement dit oui lorsque je vous ai proposé de venir parler aux alumni. Je rappelle rapidement les règles des webinars que vous connaissez tous par cœur pour avoir pratiqué cet exercice à maintes reprises depuis le début du confinement. Coupez le son, s'il vous plaît, en bas à gauche. Partagez vos questions dans le chat et partagez-les en anglais, français, espagnol, italien. Je me ferai porte-parole à la fin de la conversation pour partager vos questions avec M. Moratinos. Avant de commencer, quelques notes personnelles, donc des éléments que vous ne retrouverez pas en surfant sur le net. Miguel Moratinos est un francophone et un francophile très proche de notre école pour y avoir enseigné. Et c'est lors de ces années d'enseignement à Sciences Po que j'ai été seule élève. Je partagerai avec vous une anecdote qui témoigne de sa qualité humaine hors du commun. Nous étions de mémoire à 36 et notre premier cours s'était terminé un lundi soir. Le mardi matin, au moment de nous retrouver pour la deuxième session, il connaissait déjà par cœur pratiquement tous les prénoms des étudiants, 36 prénoms mémorisés. Et comme on parle de culture, pour vous donner quelques repères culturels, nous discutons aujourd'hui avec un passionné de l'œuvre d'Albert Camus et je reviendrai sur cela à la fin. Je me réjouis donc de pouvoir animer le débat ce soir et vous propose donc de ne plus attendre et de commencer. Miguel Moratinos, compte tenu de votre expérience et de vos fonctions actuelles, le thème de cette conversation n'était pas particulièrement difficile à sélectionner. Vous avez œuvré dans le dialogue interculturel pendant toute votre carrière. Donc le thème était effectivement très facile à sélectionner, mais pas facile en soi. L'actualité récente n'a fait que nous rappeler tristement la difficulté du dialogue entre les peuples et entre les religions, et parfois même du dialogue au sein d'un même peuple qui peut être lacéré par ses propres contradictions et par ses propres différences. Et la première question que je vais vous poser tient à votre regard de diplomate et d'homme politique. Qu'est-ce qui a particulièrement suscité votre inquiétude dans les derniers mois, dans les relations internationales, dans les équilibres géopolitiques et notamment dans les domaines du dialogue interculturel et du dialogue interreligieux? Bon, tout d'abord, permettez-moi de m'adresser à tous les participants de ce webinaire. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Pour moi, c'est encore le matin, c'est la fin de la matinée. C'est un grand honneur de rencontrer des vieux amis, de rencontrer de vieux étudiants et des gens qui m'ont accompagné dans ma grande expérience de Sciences Po. Et bon, s'adresser à l'association d'ex-alumni de Sciences Po, c'est un honneur et un privilège. Bon, je dois transmettre au directeur, à Pascal Perrineau et évidemment à Bernard Egoul, avec lequel j'ai passé des journées inoubliables à Menton, dans notre site de Sciences Po, un site méditerranéen, un site qui me touche de façon très profonde dans ma vie personnelle et professionnelle, et d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous mes expériences, mes inquiétudes, et bon, établir un dialogue qui, à la fin de compte, peut nous enrichir intellectuellement à nous tous pour être plus, je dirais, mieux équipés pour aborder les énormes défis qui se posent devant nous. Alors, pour Valentina, merci de ta présentation. Il ne faut pas dévoiler tous mes secrets, mais je connais. C'est toujours l'intérêt, j'ai toujours partagé la façon de m'adresser à mes interlocuteurs et m'intéresser à eux. C'est pour ça qu'il faut faire un petit effort pour savoir à qui on parle. Et ce que je trouve d'ailleurs un peu frustrant maintenant, ça va revenir pendant la discussion,
c'est que cette nouvelle période que nous sommes en train de vivre, cette communication que nous sommes en train d'établir grâce, et bon, évidemment, comme Bernard a dit, on a associé plus facilement maintenant les centres régionaux, territoriaux. Il y a des avantages, évidemment, avec ces webinaires. Mais il manque ce contact direct, ce face-to-face, qui, à mon avis, on ne doit pas laisser tomber, qui doit revenir de façon, évidemment, avec toutes les assurances pour qu'elle puisse être sûre pour nous tous. Alors, pour répondre à ta question, quels sont les éléments, les questions qui m'ont inquiété davantage en ce qui concerne les changements, les implications géopolitiques et dans les matières intraculturelles ou intrareligieuses. Bon, il y a des inquiétudes, mais cette crise m'a permis aussi de voir, constater des éléments positifs. Je préfère commencer par les éléments positifs pour après identifier ce que je considère malheureusement encore des obstacles à bouger dans ce que j'en considère, moi, la bonne direction. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Le Covid-19 nous a montré d'une façon brutale, complètement claire, que nous sommes une seule humanité. Il n'y a pas eu une crise jusqu'à présent qui avait eu cet impact au point de vue thématique. Ce n'est pas seulement la santé, ce n'est pas seulement les questions sociales, les questions économiques, financières, politiques. Elle touche tout. Et elle touche toute l'humanité. Et ce qui est relevé, ce qui a resté comme un grand message, c'est que nous sommes une seule humanité. Deuxième élément, c'est que cette crise, évidemment, a une composante immédiate de santé, de protection, de survie, mais il y a un élément où l'épicentre de la crise, ce n'est pas les systèmes financiers, ce n'est pas même le système économique, ce n'est pas le système agricole, ce n'est pas seulement le système scientifique, le système technologique, il touche l'être humain. L'épicentre de la crise, c'est l'être humain. C'est l'individu qui ressent cette incertitude, cette peur, cette angoisse, après une période où l'humanité croyait, et le système politique occidental et d'autres croyaient que la bataille était gagnée, que dans quelques décennies, on allait pouvoir démontrer l'immortalité de l'être humain et qu'on avait vaincu la mort et que la science nous donnerait de raisons et de solutions devant la mort. Et la fragilité du système a démontré que nous sommes loin de là. La troisième conclusion, ça c'est les deux éléments positifs. Les éléments négatifs, c'est plutôt le sentiment qu'au lieu de nous rallier ensemble dans un consensus qui a été plus ou moins exprimé superficiellement, à mon avis, où on était tous contents d'écouter dans tous les balcons du monde les applaudissements en faveur des aides-soignants, des docteurs, des hôpitaux. Alors tout le monde, à 7h, 8h du soir, on applaudissait chaleureusement. Le mot solidarité a été le mot qui a été employé par les hommes politiques, par les hommes de science, par la société. Solidarité, on est tous solidaires. Mais la réalité, tout de suite, nous a démontré qu'il y avait un monde fragmenté, il y avait des réponses fragmentées, et que chacun cherchait sauf qui peut. Il fallait avoir plus vite les masques, il fallait avoir chacun ses ventilateurs, il fallait établir la chaîne de production pour contrôler et gagner des points sur l'hégémonie internationale. Et on a même, évidemment, donné une nationalité au virus.
c'était le virus chinois, comme en 1919, 1920, c'était le virus espagnol, même si l'Espagne n'a jamais été à l'origine de la grippe espagnole. Mais c'est la resté, et tout le monde parle encore de la grippe espagnole. À l'époque, évidemment, l'Espagne ne pouvait pas se défendre. On dit pourquoi on appelle l'espagnol quand nous, on a seulement dénoncé dans les médias qu'il y avait une grippe qui avait commencé à Atlanta, aux États-Unis, en 1919. Bon. Mais là, maintenant, on a commencé à mettre des étiquettes et à montrer la capacité de destruction d'une volonté de coopération, de solidarité entre les différents pays et nations. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment choqué, c'est cette manque de volonté de travailler ensemble, de trouver des solutions ensemble et de répondre d'une façon unanime, aussi bien au sein de la société, de chaque société, et aussi bien au sein des différentes entités régionales, comme celle de l'Union européenne, et évidemment au sein des Nations Unies, au sein de la communauté internationale. On a été incapable de même approuver une résolution du Conseil de sécurité, et on a approuvé une résolution à l'Assemblée générale, mais qui n'a pas eu beaucoup d'écho parce qu'elle était assez générale et sans beaucoup d'impact. Finalement, pour des inquiétudes, c'est la sensation de nos sociétés qui se trouvent en face des enjeux qui n'étaient pas attendus, qui n'espéraient pas, et qui va exiger à notre société beaucoup de respect, d'échange, de reconnaissance de nos différences, mais en même temps de la capacité de vivre ensemble. Et cela, ça n'a pas été encore suffisamment approché. C'est pour ça que je vous félicite pour choisir ce sujet aujourd'hui, étant donné que le culturel ou l'intra-religieux, les éléments, dirons, spirituels sont toujours mis à l'écart, ils sont mis en deuxième, troisième, quatrième catégorie, quand en définitive, c'est les choses fondamentales. Moi, je dis depuis quelques mois, avant que la crise du Covid-19 avait commencé, évidemment, il faut sauver la planète. Évidemment, on est tous dans cette lutte du changement climatique, mais il faut aussi se sauver nous-mêmes. Il faut vivre ensemble. Il faut savoir se respecter, s'accepter. Et ce que cette pandémie a démontré, primo, c'est qu'on est une seule humanité, mais que cette humanité est diverse. Elle n'est pas unidimensionnelle. Elle n'est pas le reflet d'une société occidentale. Non, elle est diverse. Elle a une composante asiatique, une composante africaine, une composante européenne, occidentale, et que chaque humanité, quand ils se manifestaient, ils se sont fiers d'appartenir à sa propre culture, mais en même temps, ils se sont une partie de cette humanité. Merci. Je souhaite vous poser une question sur l'avenir. Nous avons parlé du présent, je souhaite parler de l'avenir. Dans un article que j'ai rédigé et qui a été publié sur le magazine en ligne des alumni, vous l'avez lu et je parle de jours meilleurs devant nous. Je connais votre optimisme, votre regard positif en général sur l'avenir et j'ai toujours été en admiration à cause ou grâce à ça. Je me souviens très bien vous avoir entendu dire que les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, le développement, l'accès à la connaissance, ne peuvent que nous faire diriger vers le meilleur plutôt que vers le pire et qu'il serait objectivement plus logique d'aller vers un monde meilleur. Est-ce que vous pensez que les lendemains du dialogue interculturel et interreligieux chantent? Croyez-vous qu'on est face à un avenir meilleur pour le dialogue entre les peuples ou le contraire? Bon, au début, comme je vous ai expliqué, il y avait un sentiment que les individus, les sociétés avaient compris.
qu'on ne pouvait plus continuer comme ça avait été le cas jusqu'à ces jours-ci, avant le Covid, avec un système des prédateurs, un système néolibéral qui avait arrivé à la limite, à mon avis, de sa capacité de croissance, et que, bon, il fallait s'arrêter, réfléchir et extraire des leçons pour, le jour après, établir un cadre où on pourrait dessiner le monde de ce siècle. Vous vous rappelez, toi tu peux te rappeler, Valentina, pendant nos débats sur la réforme des Nations Unies, la réforme du multilatéralisme, on disait, si on est conscient qu'il faut changer, parce que la nécessité de changer, de réformer, de modifier l'architecture internationale n'est pas venue seulement avec le Covid-19. Le Covid-19, il a mis sur la table les incohérences du système et les incapacités du système. Mais les incohérences, des fractures du système existaient déjà. Ils n'ont pas été inventés à cause du Covid-19. Le Covid-19 seulement a montré qu'il fallait vraiment changer et aller vers l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est l'essentiel? L'essentiel, évidemment, c'est bon, évidemment avoir une sûreté physique, une protection, avoir la dignité d'une vie digne, économique et sociale, et avoir aussi un cadre éthique avec des principes et des valeurs et qui puissent nous aider à conduire nos actions. Il y a un philosophe romain de Cordoue, Sénéca, et j'aime beaucoup sa citation, je l'utilise de plus en plus, qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable si on ne sait pas où on veut diriger notre bateau. Alors on peut, après le Covid-19, décider que oui, on va multiplier les efforts en matière de digitalisation, que ces webinaires ils vont être encore plus efficaces que ceux qui sont maintenant, qu'on aura la sensation qu'on se touche, qu'on se parle, qu'on se sent, on aura la capacité technologique, scientifique de faire face à pas mal d'enjeux essentiels de la vie. Mais si on ne sait pas pourquoi, quelles sont les valeurs, quels sont les cadres de nos principes, où est-ce qu'on s'adresse? Où va l'homo sapiens? Où est le citoyen? On va tous devenir des consommateurs, on va être aussi des hommes qui ont une inquiétude culturelle, une inquiétude spirituelle, même si on ne croit pas, même si on est athée, mais qui en a un sentiment de pourquoi et pour qui on est dans ce monde. Et cette question des valeurs, de principes, à mon avis, pour l'instant, n'a pas été soulevée. Et quand on le soulève, il y a des interrogations, des points d'interrogation, des scepticismes, et ce n'est pas important. C'est vrai que maintenant l'agenda est très clair, l'agenda est la récupération économique et financière, même si on sait que cette crise n'a pas été une crise financière. C'est la priorité de la santé, évidemment, il faut améliorer le système de santé, mais on va se tromper à nouveau si on continue à nous adresser aux problèmes d'une façon spécialisée, où tout d'un coup, le terrorisme, c'est notre grande fléau de la société. On fait tous les efforts pour la lutte contre le terrorisme. Après, sur le changement climatique, on fait tous les efforts pour le changement climatique. Maintenant, c'est la santé, on fait tous les efforts pour la santé. Mais on n'a pas une approche globale où, au centre de sa approche, l'individu va montrer quelles sont ses priorités. Les priorités, mes chers amis, à mon avis, au moins c'est mon cas, c'est
le bonheur, savoir-vivre, le respect, le sentiment d'appartenance à une culture, à une communauté, en respectant les autres, sans vouloir imposer nos idées aux autres, et établir des mécanismes de respect et de solidarité qui puissent être acceptés par tous. À mon avis, c'est fini la dominance du système occidental dans le monde. Ça ne veut pas dire que l'Occident, avec nos valeurs, nos principes, nos réussites, on doit disparaître. Moi, je me sens très occidental, très fier d'appartenir à ce monde occidental. Mais ça ne veut pas dire que je dois imposer ma vision, mes propos aux autres. Je dois avoir le respect et surtout l'humilité d'écouter, savoir comment les autres vont réagir, quelles sont les inquiétudes, quelles sont les aspirations. Et le fait est que ce qui se passe maintenant aux États-Unis et qui est maintenant relayé en Europe et dans d'autres pays africains, ces nouvelles actions de racisme qu'on a vécues aux États-Unis, qui montrent une volonté de se manifester, de reconnaître l'absence de respect que ces populations ont vécu pendant des siècles et des décennies, montre que ces questions culturelles et religieuses sont de retour. Je peux dire qu'au niveau de l'establishment religieux, parce que j'étais en contact avec les principaux leaders religieux, et je dois saluer le pape François et le grand imam de l'Azhar, qui ont demandé une prière à un jeune le 14, je crois que c'était le 14 mai, montre qu'entre eux, il y a une volonté de se respecter, de travailler ensemble. J'ai senti que les leaders religieux au plus haut niveau, ils sont plus prêts à partager et de discuter ce que ça va être le futur. Mais encore, au point de vue décideurs politiques, les questions culturelles et les questions religieuses restent un peu éloignées. Et pour moi, s'il y a un anticorps pour la santé publique des citoyens mondiaux, c'est la culture. Le meilleur anticorps contre une bonne santé, pour préserver la santé, c'est la culture et l'éducation. Et malheureusement, je crois qu'encore on est loin d'intéresser les interlocuteurs sur ces questions. Merci. Maintenant que vous nous avez donné quelques indications sur les anticorps, je voulais vous poser une question qui tient plutôt je dirais, au rôle de guide que vous pouvez avoir ce soir vis-à-vis des participants. Je vous demande vraiment des pistes d'action. Est-ce que, à la lumière de votre expérience de terrain, vous avez des conseils très pratiques, des actions, des attitudes que nous tous pourrions adopter dans notre quotidien et qui contribueraient de façon efficace à un dialogue plus apaisé? Et je pense en particulier à votre initiative à l'Alliance des civilisations, l'initiative autour du hate speech, du discours de haine. Oui, moi je crois que le meilleur conseil, que je crois que la majorité d'entre nous a été, je dirais entre guillemets, obligé de faire, c'est cette nécessité d'introspection. C'est-à-dire, on était tous pris par nos engagements, notre agenda, nos voyages, et une chaîne d'activités qui nous empêchaient de temps en temps de s'arrêter et de réfléchir sur les questions essentielles, comme je disais auparavant. Et je crois que c'est mon meilleur conseil. Je crois que le premier conseil qu'on a tous, au niveau individuel, mais au niveau national, au niveau international, c'est qu'au lieu de courir ici et là, de chercher la solution miracle,
la première chose qu'il faut faire, c'est s'arrêter, se regarder de façon intérieure, chercher qu'est-ce que c'est essentiel pour nous, chacun d'entre nous, et après le faire partager avec les différents cercles, que ce soit familial, que ce soit national, que ce soit international. Et malheureusement, je crois que, bon, à niveau individuel, il y a beaucoup de gens qui ont passé par cette expérience. Je crois que c'était assez important, dans mon cas, de pouvoir relire des livres philosophiques qui aident toujours à la réflexion et à savoir pourquoi on essaie de se lever tous les matins et d'avoir un sens dans notre vie. Et en même temps, essayer de voir qu'il y a des grandes possibilités pour un monde meilleur. C'est le cas qui m'a toujours mobilisé en tant que professionnel de la diplomatie et d'homme politique. J'y crois encore que le monde est meilleur. Je crois que le citoyen peut jouer un rôle essentiel et plus que jamais maintenant, nous avons cette responsabilité. Et pour le faire, il faut s'arrêter, mettre sur la table les inquiétudes des uns et des autres, les faire respecter pour que le dialogue ne soit pas un dialogue de sourds et qu'à la fin, on puisse extraire de conclusions pour ensemble gérer l'avenir de nous tous qui peut être meilleur. Et ça va se faire. Je suis certain, c'est comme ça que l'histoire nous montre que les grandes idées, les grandes visions tardent à se manifester. Mais moi, je suis conscient, je suis complètement convaincu que dans les prochaines années ou les prochaines décennies, il n'y aura pas seulement les États-nations, il n'y aura pas seulement les entités régionales, il y aura un nouveau sujet international de droit que j'appelle l'humanité. Cette catégorie universelle que Hannah Arendt mentionnait, cette humanité qui se manifeste aussi bien à Kinshasa qu'au sud de Corée, ou en Amérique latine, ou en Europe, et qui se mobilise d'une façon solidaire. Comment articuler cette humanité, c'est une autre chose. Mais que ce mouvement est en marche, c'est absolument réel. On ne va pas l'arrêter. Les gens ne vont pas accepter que le Conseil de sécurité continue à bloquer toute résolution de consensus. Les gens vont se révolter en disant mais pourquoi vous représentez qui? Les États-nations, d'accord. Il y a d'autres consciences qui vont se lever. Et cette conscience de l'humanité va exiger que chacun prenne ses responsabilités. Alors, ça serait la disparition des États-nations? Non. C'est ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un nouvel acteur qui apparaît qu'on doit éliminer les autres. Chacun a sa quota de responsabilité et les États-nations auront la sienne. Mais ils n'auront pas toute la responsabilité parce que malheureusement, ils ont démontré, peut-être pas à cause de mauvaise volonté, mais par leur incapacité de donner réponse aux enjeux et aux défis de ce siècle qui est de plus en plus incertain et complexe. Merci. Vous avez évoqué le mot responsabilité et je vais alors vous poser une question sur vos responsabilités à vous. Dans le cadre de vos fonctions aux Nations Unies et suite aux attentats de Christchurch, le secrétaire général Antonio Guterres vous a mandaté pour préparer un plan d'action pour la protection des lieux de culte. Et le plan d'action a été présenté aux pays membres de mémoire en septembre 2019, donc l'année dernière. Et au début du plan d'action, on peut lire des citations de textes sacrés de différentes traditions religieuses et de leurs représentants. Et on peut aussi lire les 7 principes inspirateurs: le respect, la responsabilité, la diversité, le dialogue, la solidarité et les principes de standing together et staying together,
que je traduirais librement être ensemble et rester unis. Et ce plan d'action est accessible sur le site web de l'Alliance des civilisations pour ceux qui seraient intéressés. La question que je vous posais, c'est un petit peu long, mais je reviens à vos responsabilités, à vos questions. Est-ce que la crise en cours a remis en discussion le plan d'action sur la protection des lieux de culte? Oui, je crois que bon, le plan d'action a été une réponse à une situation absolument néfaste qu'on ne pouvait plus accepter. C'est que du jour au lendemain, ça avait arrivé auparavant, mais l'année 2018-2019 ont été vraiment très négatifs en ce qui concerne les attaques aux sites religieux, aux lieux de culte. Quelle aberration! Parce que finalement, si on ne peut pas avoir la sérénité, la tranquillité d'esprit de chacun d'entre nous d'exprimer comme au droit l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits humains, de pouvoir exercer sa religiosité dans un endroit où on puisse puiser les sentiments de foi et de croyance, c'est que l'être humain devient fou, qu'il devient de plus en plus inhumain. Et c'est pour cela que le secrétaire général, Antonio Guterres, a réagi d'une façon très positive suite à l'attaque dans la mosquée de Christchurch, dans la Nouvelle-Zélande, et qui répondait aussi à des attaques qui avaient eu lieu contre des synagogues, contre des mosquées, contre des églises catholiques, contre des temples bouddhistes, etc., etc. Et le plan a été lancé le 12 septembre de l'année dernière et il est en train de s'appliquer. Heureusement, pour l'instant, les choses, mais je croise les doigts, se sont améliorées. Il y a eu un grand débat de toute façon. Et on n'a pas pu lancer le plan de campagne de sensibilisation en matière de communication sur le respect des droits de culte et lieux religieux, étant donné que le Covid-19, ce qu'on nous demandait, c'est de confiner. Et les lieux de culte ont été fermés pour des raisons de santé, de protection, évidemment, éviter la contagion. Et je dois dire, en honneur des responsables religieux de toutes les confessions, qu'ils ont réagi d'une façon très positive. Que ce soit l'Église catholique, ou que ce soit les rabbins, que ce soit les mouftis, les musulmans, ou les bouddhistes. Ils ont tous compris les enjeux sécuritaires. Et ils ont tous réagi d'une façon très positive. On a eu beaucoup de conférences virtuelles, on a eu de rencontres, on a développé quelques actions. Nous sommes en train maintenant de travailler sur un Pledge Action Plan pour des actions spécifiques dans les milieux de culte et dans les milieux religieux pour que chacun prenne ses responsabilités et de la sortie du Covid-19. Et je peux dire que les choses vont dans la bonne direction. Mais, parce qu'à la fin de compte, ce Covid-19 aussi nous a à nouveau montré notre fragilité. Et les gens, quand ils sont dans cette angoisse, dans cette peur, dans cette fragilité, ils reviennent à vouloir se ressourcer eux-mêmes. Et dans ce sens, la spiritualité qui était déjà en train de retourner dans la scène internationale, dans la scène politique, pas la religion, je parle de spiritualité. Et maintenant, je crois qu'elle va occuper à nouveau une place essentielle. Je dis à nouveau, on peut croire ou pas croire, ça, chacun est libre de choisir son chemin. Mais ce qu'un homme politique de ce siècle ne peut pas ignorer, on ne peut pas exclure, c'est qu'il y a un grand secteur de nos sociétés, dans tous nos pays, qui ont de convictions religieuses. Et on ne va pas effacer ces convictions religieuses du jour au lendemain. Il faut les connaître, il faut les écouter, il faut travailler ensemble, il faut respecter. Et après, chacun, évidemment, prendra ses responsabilités.
Mais une chose, c'est avoir des États laïques, tout à fait, les constitutions sont pour ça. Une autre chose, c'est ignorer, on nier la présence de communautés ou de sensibilités religieuses. Et je crois que c'est là la confusion en général. Et je dois dire que, étant donné que je m'adresse à un public, à un centre francophone, et je suis, comme vous l'avez dit, Valentina, francophone, je crois que dans mon cher pays, la France, il y a une grande confusion quand on évoque ces questions et on crée encore plus de confusion avec ce débat politique sur le religieux et la politique. Je crois que les choses sont très claires et qu'il faut, la Constitution, c'est la Constitution, les lois, c'est les lois. Et après, chacun a le droit et je crois la volonté d'exprimer sa spiritualité comme on considère le mieux. Et justement, en continuant sur les lieux de culte, j'avais une question qui est un petit peu la continuation de ce qu'on vient de dire. On a assisté à des débats, à des polémiques sur la fermeture et ensuite la réouverture des lieux de culte. Est-ce que vous considérez que la pratique religieuse en communauté est une activité essentielle dans la fibre, dans la vie de nos communautés? Moi, je crois que oui. C'est comme la diplomatie. On n'a pas parlé de la diplomatie et c'est partie de ma vie. Imaginez une Zoom diplomatie qui va remplacer la diplomatie traditionnelle. Je n'y crois pas. Elle va essayer de s'imposer, hein. Écoutez-moi. Ils vont essayer à éliminer les contacts face tête à tête ou les contacts présentiels. Et on va nous dire qu'on doit faire les négociations avec les écrans et les systèmes de vidéoconférence, etc. Je vous dis une chose déjà, ça ne va pas marcher. Pour régler les grands problèmes ou les enjeux dans toute négociation. La sous-diplomatie est un outil très utile, fondamental dans les jours qui viennent. Et ils peuvent nous aider dans ces contacts ou formaliser des propositions. Chacun lira son texte, mais il n'y aura pas cette dialectique qui se génère dans un contact des deux délégations, deux personnes qui essaient d'exprimer les arguments pour arriver à une solution. Et la même chose, ça arrive avec la nécessité de spiritualité en communauté. Évidemment, chacun peut rester seul chez lui et lire la Bible ou le Coran ou la Torah et avoir son dialogue avec le spirituel, mais le sens de communauté est vraiment important. Il y a un sociologue, un politologue allemand d'origine coréenne qui dit qu'aujourd'hui, la digitalisation nous donne beaucoup de communication, mais très peu de communauté. On aura amélioré la communication, comme disait Bernard. Aujourd'hui, on a la chance de contacter et parler en même temps avec les différents centres régionaux, territoriaux. Mais est-ce que la communauté des alumni va se renforcer par ce dialogue, ces écoutes de cette webinaire? Est-ce que la création de cette communauté va se consolider? Je crois qu'il y a des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en diplomatie comme dans les communautés religieuses? Bon, je crois qu'on ne doit pas être trop négatif. Il faut prendre des mesures, évidemment. On n'est pas naïf, on est des gens sérieux. On ne veut pas être contaminé, on ne veut pas participer à la contagion. Mais si on a l'intelligence artificielle, si on a la nouvelle technologie, si on a des avancées scientifiques, est-ce qu'on ne peut pas prendre des mesures
hygiénique, préventive, pour dire, bon, dans la messe ou dans la synagogue, on fera de la communauté d'une façon différente. Ou dans les centres de conférences internationales, est-ce qu'on ne peut pas se voir une fois qu'on a passé des textes et on est assuré qu'on n'est pas dans un état de pouvoir transmettre la maladie, le virus. Si on nous a, après le 11 septembre, obligés à tous nous enlever les chaussures, les costumes quand on passe le contrôle de sécurité pour prendre un avion. Avant, on prenait un avion sans aucun contrôle. Bon, maintenant, on va être obligé, évidemment, de passer des contrôles. Bon, ces contrôles, ce n'est pas la fin du face-to-face. Et à mon avis, il y a une tendance trop accentuée de nous dire non, oubliez-vous du face-to-face et on va faire tout digital. Non, digital c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et à mon avis, un enjeu qui est à l'Alliance de civilisation, mon organisation, et qui est là dans la diplomatie, c'est voir dans les prochains mois comment on va récupérer et comment on peut proposer des actions qui mettent en contact les gens et qui puissent faciliter une meilleure entente pour vivre ensemble entre nous tous. Ça fait partie des paradoxes du virus. On s'éloigne pour se sentir un petit peu rassuré. Dans la plupart des cas, c'est le contraire. C'est la proximité qui crée la connaissance, qui crée la confiance. Absolument, c'est ça. C'est-à-dire, on est connecté, oui, on est connecté, on se voit, mais moi je le dirais, j'ai parlé avec mon ami Henri Colette l'autre jour, et tout ça, bon, je sais que Sciences Po, et pour des raisons claires, ils vont continuer à faire ces cours, surtout avec les télécommuting et les téléconférences. Mais moi, je me vois mal, sincèrement, retourner à mes cours de Sciences Po et le faire par ce système. Je ne sais pas, évidemment, je donnerai des cours, je vous dirai quelles sont l'évolution de la diplomatie, mais je ne verrai pas les têtes en même temps de mes étudiants. Je ne verrai pas la réaction quand je suis en train de parler. Je ne verrai pas pourquoi je dois intervenir pour ce qui semble être un doute peut devenir une vérité. Il y a une rupture psychologique, humaine, qui s'est produite entre l'étudiant et le professeur. Et à mon avis, bon, ça sera très difficile de le faire par le système de webinar, même si évidemment au début, on devrait le maintenir. C'est comme passer des 3 à 4 dimensions ou 2 dimensions sur ces webinaires. Oui, absolument. Nous sommes à 19h52, donc on a encore quelques minutes. Et comme j'ai promis à nos participants, ils peuvent absolument remonter leurs questions. Et j'ai une question de Anna qui souhaiterait connaître votre point de vue sur les meilleures façons de gérer des situations de haine qui seraient promues par des groupes et parfois par des groupes politiques. Le discours de haine. Oui, la haine, vous savez que le discours de haine, le hate speech, était déjà malheureusement présent les années précédentes avant le Covid-19. Et d'ailleurs, ça a été la première réunion que j'ai eue comme haut représentant de l'Alliance de civilisation avec le secrétaire général en janvier 2019. On a eu un débat et le secrétaire général a demandé d'établir une stratégie globale des Nations Unies pour combattre le discours de la haine. Et c'est une stratégie que nous sommes en train de travailler avec mon ami Adam Madian, qui est le conseiller spécial d'Antonio Guterres pour la
prévention du génocide, qui est lui chargé de mettre sur pied cette stratégie. Et il y a l'éducation, le premier pilier qui est fondamental. Éducation, éducation, éducation. Mais l'éducation, ça veut dire changer peut-être des cursus en primaire et en secondaire pour que les étudiants, depuis l'âge la plus jeune, puissent déjà s'éduquer sur les valeurs, des principes de respect, d'acceptance. Il y a comment on peut aborder les réseaux sociaux. Et là, il y a tout un travail qui est en train de faire. On s'est adressé à toutes les responsables des compagnies des réseaux sociaux, Facebook, Microsoft, qui sont en train aussi de prendre des mesures et que ce n'est pas suffisamment. Et évidemment, il y a comment travailler sur la base de dialogue et de respect entre cultures et religions différentes. Mais c'est fondamental. Mais n'oublions pas une chose essentielle. On peut travailler sur les réseaux, on peut éduquer mieux les gens, mais ce qu'il faut combattre, c'est ceux qui dirigent ces discours d'aide. Et malheureusement, il y a beaucoup de leaders politiques, de groupes politiques qui réussissent à renforcer leur présence politique par le biais d'une croissance et d'une utilisation du discours de haine. C'est-à-dire, c'est très bien avoir des mécanismes ou de systèmes d'arrêt de circulation de fausses nouvelles ou de nouvelles qui prennent le discours de la haine. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi s'adresser à ceux qui donnent les instructions, ceux qui alimentent ce discours de haine. Nous avons une deuxième question, et je remercie la personne qui nous a remonté. Il nous dit qu'on parle beaucoup d'éducation et de culture. Cette personne se questionne sur la nécessité d'une réflexion sur la politique, le rôle de la politique, la place essentielle de la politique pour penser et mettre en œuvre une approche globale. Vous êtes bien placé pour parler de politique. Quel est le rôle comment le politique peut aider à repenser, à mettre en œuvre une approche globale? Je remercie énormément cette question parce qu'elle est fondamentale. Non? Le politique, moi je suis entre guillemets un homme politique, je reste encore un homme politique. Je crois que c'est essentiel. Malheureusement, la crédibilité des hommes politiques ou la relation de la société vis-à-vis des hommes politiques s'est dégradée d'une façon de plus en plus sérieuse et grave. Pourquoi? Parce que malheureusement, les hommes politiques, les décideurs, quand ils sont en face de la complexité de cette nouvelle situation qui nous entoure, ils ont préféré malheureusement gérer. C'est des gestionnaires, ils gèrent les affaires, ils attendent de voir comment les mouvements, les opinions publiques et les sondages vont leur donner une chance de renouveler leur mandat ou non. Mais ils ont abandonné d'une façon très dangereuse de faire la véritable politique. Je ne parle pas de couleur politique ou d'idéologie politique, je parle en général. Un homme politique doit avoir une vision, il doit avoir un projet, il doit constater que cette complexité est de plus en plus difficile à appréhender. Et pour cela, il faut évidemment créer des équipes qui puissent donner conseils, assistance, etc. Et en même temps, mais l'homme politique, c'est celui qui va marquer la direction.
C'est pour cela que je disais cette citation de Sénéca. Si on ne sait pas où on va aller, comment on va comment on va mettre les voiles pour que le vent soit favorable. Et ce qui manque comme politique, c'est cette volonté. La politique, c'est pour transformer la société et l'améliorer, pour donner aux citoyens un monde meilleur, une situation meilleure, un sentiment de dignité, d'espoir, de bonheur. Et c'est ça l'important. Et pour cela, il faut évidemment s'engager, prendre des risques. Et il y a des systèmes démocratiques, bon, si à la fin votre vision n'est pas la juste, n'est pas celle qui donne des réponses à ce que l'opinion publique, les citoyens attendent, on peut évidemment choisir une autre vision, une autre façon de voir les choses. Mais maintenant, malheureusement, on se réfugie dans cette management of crisis. Non? Il faut gérer les crises. Il ne faut pas trouver de solutions. Et malheureusement, ma plus grande crainte aujourd'hui, après 3 mois de confinement et 3 mois de Covid-19, c'est qu'on essaie de faire beaucoup de choses, mais on n'a pas une vision claire où on veut aller. On ne sait pas si on aura un monde multipolaire, on aura un monde bipolaire, où on va changer les Nations Unies, on va réformer. Non, on est chacun, bon, maintenant c'est l'économie qui compte, maintenant c'est les finances qui comptent, maintenant peut-être on va faire un webinaire sur le culturel. Non, il faut faire tout ensemble. Tous les éléments doivent se retrouver. Cette vision qui avait eu l'encyclopédiste, non, qui avait une vision globale de la place de l'homme dans la société, c'est ça qu'il faut récupérer. On a travaillé trop les dernières décennies en compartiment clos. On était enfermés chacun dans le diplomate fait la diplomatie, les mathématiciens font des mathématiques, les scientifiques font de la recherche. Mais non, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire, mais il faut être dirigé par les politiques, par la politique, pour montrer le chemin qu'on doit entreprendre. Ce que je trouve intéressant, c'est autre paradoxe. Vous parlez de vision, de raison d'être même, qui est un petit peu disparue maintenant dans la politique. Et en France, notamment, on parle de raison d'être dans les entreprises. Et donc, quelque part, on a besoin de cette raison d'être et on la cherche ailleurs que dans le politique à ce jour. Oui, on le cherche dans d'autres espaces parce que le politique ne donne pas satisfaction. C'est le langage langue de bois, c'est la pensée politique correcte, on n'ose rien faire parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas prendre de décisions parce que bon, si on prend des décisions, ça va avoir des conséquences et on ne prend pas de décisions. Alors, les gens n'y croient plus, les gens, ils se désengagent. Et en plus, les gens maintenant considèrent que c'est eux les protagonistes. C'est-à-dire, ce que je vous disais d'une seule humanité, c'est maintenant les gens qui sortent dans les rues et qui croient que, bon, eux, ils ont des solutions. Ils n'ont pas de solutions, eux. Il faut qu'ils travaillent avec les politiques. Il faut trouver les mécanismes pour que cette représentation, participation soit vraiment d'accord. Ça veut dire, on est habitué à dire la démocratie, c'est les élections. Je me rappelle, j'avais fait une grande critique à l'Union européenne avec le printemps arabe parce qu'ils étaient très contents en disant oui, finalement, la démocratie dans les pays du Maghreb, allez, des élections, mais tout de suite, dans 2 mois, 1 mois et demi, des élections. Et après, il y a eu les élections, les résultats, ça ne nous a pas plu. Alors, les élections, non, pas d'élections, des régimes autoritaires. Alors, le problème, c'est que maintenant, les gens veulent participer. La démocratie, c'est fait de représentativité et de participation. Et pendant presque les dernières décennies, on cherchait seulement la représentativité. Il y avait des élections tous les 4 ans, on déposait notre bulletin de vote, et après on disait, bon, c'est les politiques qui s'occupent de nous. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, les citoyens veulent participer. Mais quelquefois, il veut trop participer et il n'est pas en capacité de prendre des décisions. C'est pour cela que les politiques sont toujours nécessaires. Mais il faut que cette liaison, cette, disons, relation entre
électeurs et élus soient à nouveau repensés et réfléchis. Et malheureusement, on reste dans les structures traditionnelles. Et ma crainte, c'est qu'on va retourner à business as usual, comme si rien n'était passé, comme rien ne s'était produit. Et on fait quelques petits changements superficiels. On aura tous des portables numériques, peut-être dans nos lunettes, on écoutera, on pourra parler 4 langues sans nécessité de faire l'effort de parler français ou anglais. Et on aura un mécanisme qui va traduire notre langue. Mais sur le fond, on n'aura pas changé. Il n'y aura pas mis en question un système que, à mon avis, a fait beaucoup de progrès, mais que maintenant, il a besoin de changement. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde souhaiterait rester là encore pendant des heures, discuter avec vous et absorber toute votre connaissance et surtout toute votre sagesse. Et j'ai vu dans les commentaires, dans le chat, un certain engouement et support pour vos idées de réforme du rôle du politique et pour une humanité et le rôle fondamental de la culture. Je souhaite donc clore la conversation avec un message en même temps d'espoir, de conviction et d'engagement à travers une situation que vous, cher Miguel, avez soumise à mon attention et qui vient de l'homme révolté de Camus. J'avais promis que je serais revenue sur Camus et je ne brise pas mes promesses. Bien sûr. Vous m'avez soumis cette citation. La vraie générosité envers le futur consiste à tout donner au présent. Et c'est avec ces mots que je vous remercie tous très chaleureusement de votre participation. Je remercie tous ceux qui ont permis de nous retrouver ce soir naturellement. Et une fois de plus, Miguel Moratinos. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne journée. Au revoir. Sur ces mots, je vous donne rendez-vous à un avenir très prochain et, si possible, pas un webinaire, mais un face-à-face. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci. Está bien. ¿Lo has oído? Sí. La chica qui t'a posé la question sur qu'est-ce qu'on fait en situation quand on est devant un discours de haine, elle voulait une référence précise dans un cas particulier. Tu te trouves en face de quelqu'un qui te tient un discours de haine, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu lui as répondu d'une manière générale. Je n'ai pas compris ça. Oye, he perdido mi bolígrafo bueno, ¿dónde está?